Allez, on commence, Anne-Sophie? Allez, très bien. Alors, on est Je- très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler donc du maillage de cette belle alliance entre le legal design et la stratégie de business développement. Donc, c'est un sujet évidemment qui s'adresse aux professionnels du droit, qu'il s'agisse d'avocats ou de juristes et même de legal tech. Et le propos, c'est de transformer des choses techniques en offres lisibles et qui permettent d'être un levier pour vos actions de business développement. Voilà, c'est ce qu'on va s'employer à vous présenter aujourd'hui. Alors peut-être on peut commencer par vous raconter très rapidement les raisons pour lesquelles on a pensé à associer nos offres de services et à collaborer. D'abord, tout commence par une rencontre et la joie, le plaisir qu'on a eu, Siem et moi, à se rencontrer dans nos vies professionnelles précédentes, avec chacune le projet de monter notre structure. L'une pour accompagner les professionnels du droit dans le legal design, dans leurs actions de legal design, et pour ma part, celle d'accompagner les professionnels du droit dans la transformation et dans leurs actions de développement, parce que finalement, la transformation, c'est aussi un moyen de se développer et de continuer à être dans la course. Donc voilà. Et on s'est dit que une fois qu'on a eu monté nos structures, que finalement il y avait une véritable synergie, une véritable complémentarité entre les compétences de CIEM qui évidemment sont d'abord techniques dans la technique juridique, managériale puisque CIEM a également eu une équipe à gérer au sein de ses directions juridiques, et puis la compétence de business développement et de marketing qui permettent de rendre les offres lisibles à travers des actions synchronisées, des actions décidées pour en vue de faire progresser un chiffre d'affaires ou de développer son business, tout simplement. Siem, tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est parfait. Et effectivement, donc on se connaît avec Anne-Sophie depuis quelques années. Et quand on a commencé à discuter sur nos projets respectifs de se lancer dans l'entrepreneuriat, et en parlant, en discutant et échangeant effectivement sur nos structures, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un réel maillage qu'on pouvait faire, et surtout qu'on parlait de la même chose, au fait. On parlait du client, le centré client, on parlait de lisibilité de l'offre, de lisibilité des documents, des contenus. Et c'est à partir de là qu'on a eu cette idée de mailler nos expertises. Et pour vous présenter aujourd'hui ce webinaire, pour vous donner peut-être envie de vous lancer dans le legal design, et aussi vous proposer d'imaginer la construction d'une nouvelle offre ou une offre existante aussi que vous pouvez mettre à l'ordre du jour. Donc voilà, on commence par vous dévoiler les points que nous allons aborder avec vous aujourd'hui et que vous avez déjà vus dans l'ordre du jour. Je te laisse Anne-Sophie Bien annoncer sûr. la première partie. Merci, Siem. Le premier point, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Alors, on va essayer d'effleurer les sujets. Ce sont évidemment des sujets assez denses qu'il faudrait développer, mais l'idée, c'est que vous ayez une vision globale et que vous sachiez, en ressortant de ce webinaire, comment utiliser nos deux compétences associées dans le cadre de votre développement et de la lisibilité de vos offres. Donc, on va faire un premier point sur les fondamentaux du business développement pour les professions juridiques et comprendre évidemment le legal design. Siem s'emploiera à vous présenter les origines du legal design, ainsi que ses applications. On fera un rapide rappel sur la valeur ajoutée de l'alliance de ces deux compétences et à quel type d'offre cela peut donner lieu. Et enfin, on vous présentera 3 cas pratiques avec là des véritables usages finalement de la façon dont on peut tirer profit à la fois du produit legal design et comment ce produit-là, pardon, s'inscrit dans une véritable stratégie de développement. Alors, ces fondamentaux. Alors, pour commencer, eh bien, on va définir une stratégie de business développement. Et là, ce que je me propose de faire, c'est de complètement désacraliser la stratégie de business développement. Elle doit être vraiment votre leitmotiv quelle que soit l'action que vous menez en tant qu'avocat,
votre réflexion, ça doit être quelle est mon offre et à quelle cible je l'adresse. Et j'entends par cible, alors évidemment une cible, alors c'est pas très joli cible comme terme, mais ça sera de définir vraiment les contacts à qui vous vous adressez, qu'il s'agisse de vos clients, donc des clients, ce sont des gens avec qui vous travaillez d'ores et déjà, qui achètent vos services, votre conseil, mais également des prospects, ceux que vous visez, ceux dont vous aimeriez qu'ils deviennent vos clients. Et enfin, je dirais toutes les cibles connexes, c'est-à-dire des professionnels du droit comme vous, des gens qui sont ou bien des gens qui sont également dans des marchés connexes et qui peuvent vous prescrire. Donc, ces gens-là ne sont pas forcément des techniciens du droit, mais ont besoin de comprendre et de maîtriser le propos de votre offre, de pouvoir vous présenter de la façon la plus simple possible. Et donc, c'est une cible. Cette cible également de prescripteurs fait partie de vos contacts et doit pouvoir également être en mesure de parler de votre offre. Voilà. Pour définir davantage l'offre, eh bien, l'offre pour un avocat, pour un professionnel du droit, c'est à la fois lui-même ou elle-même, vous incarnez finalement cette offre, ses compétences, à la fois les hard skills, comme disent les anglo-saxons, et les soft skills. Vous avez déjà une signature, vous êtes quelqu'un qui incarnez votre savoir-faire, et tout cela doit être évidemment en parfaite cohérence. Alors. Comment l'on va concevoir son plan de développement? Gardez donc en tête que chaque action que vous menez doit réellement partir. Vous devez réellement vous interroger sur toujours la stratégie, c'est-à-dire quelle offre j'adresse à quelle cible, parce qu'évidemment, en tant que professionnel du droit et technicien, vous allez avoir plusieurs offres à proposer. Donc, quelle va être votre offre moteur et pour quelle cible également phare de clients et de prospects. Et pour proposer un plan de développement, on va commencer par analyser une situation. Donc, la situation, c'est vraiment à la fois le marché, comment est votre marché, donc de cibles et de prescripteurs, mais également dans cet écosystème, comment vous vous intégrez dans cet écosystème et quels sont vos outils. Là, il s'agit vraiment d'établir un état des lieux. Quels sont vos outils pour communiquer auprès de ce marché? Donc, est-ce que vous êtes un cabinet seul, un avocat solo, ou bien est-ce que vous êtes un partenaire d'un grand cabinet anglo-saxon? Est-ce que vous êtes un directeur juridique dans le domaine, par exemple, du retail? Voilà. Le sujet, c'est vraiment de s'interroger sur votre marché et les outils dont vous disposez. Donc, généralement, lorsque vous demandez comment agir, eh bien, si vous êtes un cabinet dans lequel il y a des gens qui ont des compétences transversales, par exemple un directeur marketing ou un directeur du business développement, qui va lui-même se servir d'un outil de CRM, vous savez, le CRM, l'outil de gestion de la relation client, qui va pouvoir historiser tous ces contacts, qui va pouvoir vous sortir une liste de contacts à laquelle vous allez pouvoir adresser par voie marketing votre offre de service, quelle qu'en soit la forme, c'est de ça dont on va discuter. Et puis, si vous êtes un avocat seul, eh bien, de quels outils vous disposez? Peut-être un fichier Excel ou même un CRM également, un petit outil de CRM. On en trouve des gratuits qui permettent tout à fait déjà d'organiser sa relation client, de distinguer les prospects des clients, de distinguer les journalistes, par exemple, qui font partie également de votre écosystème, de vos cibles prospects clients purs. Et puis de savoir comment vous allez pouvoir les contacter. Voilà. Est-ce que vous allez également mener une action digitale? Est-ce que vous allez digital, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez simplement essayer de les rencontrer ou organiser un événement? Pour faire toutes ces actions-là, pour mener ces actions, il faut bien sûr se doter d'outils. Ensuite, eh bien, on va fixer des objectifs, qui est quand même c'est quand même un sujet majeur. Les objectifs, ils peuvent très bien être dans un cabinet un peu structuré, un véritable chiffre d'affaires qui est demandé en termes de taux horaire ou d'horaire travaillé pour un partenaire, par exemple, de cabinet. Ou bien il va être tout simplement de se dire en tant qu'avocat solo, voilà, moi j'aurais besoin en sortant cette nouvelle offre ou cette offre qui n'est pas nouvelle mais que je vais lifter, si je puis dire, je vais me fixer, ce qui serait bien, c'est que j'augmente mon chiffre d'affaires de tant de pourcents, ou que je réalise sur cette offre-là tant de chiffre d'affaires. Voilà.
Donc ça, c'est important de se fixer des objectifs et comme disent les gens du conseil, vraiment d'avoir des objectifs SMART. SMART, donc prenez l'acronyme de SMART, S pour spécifique. Donc c'est vraiment dire quel est notre objectif. Il faut le verbaliser cet objectif. Est-ce que c'est de vendre 5 fois cette offre? Est-ce que c'est de la vendre 10 fois à tel prix? Voilà, il faut spécifier et le plus possible être précis dans cette spécification. M pour mesurable. Donc comment vous allez pouvoir vous assurer que vous avez effectivement vendu cette offre, par exemple 5 fois à tel prix. A pour ambitieux, hein, le mieux c'est quand même de se fixer des beaux objectifs, des objectifs qui nous stimulent un petit peu, qui nous permettent de gagner bien notre vie ou à tout le moins d'avoir vraiment un produit d'appel qui permette de faire émerger une identité. R comme réaliste, ambitieux certes, mais réaliste, c'est aussi un sujet qui permet d'éviter les frustrations hein, et de se décourager. Et enfin T comme temporel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on inscrive cet objectif dans le temps. C'est très important. Donc ça, c'est aussi avoir votre vision, à la fois votre vision assez court-termiste. Combien je vais en vendre, par exemple, en 6 mois ou 9 mois ou en une année. À l'issue de mon bilan, je pourrais dire que cette offre a réellement été un booster pour moi. Et peut-être même à plus long terme, c'est-à-dire à 4 ans, est-ce que cette offre-là peut devenir pour moi une locomotive ou ce qu'appellent les marketeurs, vous savez, la vache à lait. Est-ce que ça peut devenir une offre phare qui fasse de moi quelqu'un de reconnu dans ce domaine-là, qui puisse emporter d'autres offres de services derrière, peut-être moins visibles, mais dans lesquelles j'ai tout autant de légitimité. Donc voilà, ça c'est vraiment ce point sur les objectifs. Et enfin, au vu des objectifs et de cette analyse de la situation, c'est un peu le SWOT dont parlent les Anglais, vous savez, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Eh bien, on va établir un plan d'action. Donc là, toujours le plus spécifique possible aussi, le plus bon sens possible, qui nous permettent d'amener cette offre à l'endroit, qui nous permettent tout simplement d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés par le biais de cette offre et des moyens que l'on aura définis. Si vous avez des questions, surtout, n'y allez pas. Allez-y, pardon, sur le chat. Oh, le lapsus. Schéma de la relation commerciale. Donc, je serais ravie de répondre à vos questions sur ces sujets-là. On avait envie de faire un focus et parce que c'est aussi le sujet, le legal design. Vous verrez que ça n'est pas uniquement une méthodologie pour sortir un produit, pour rendre lisible un produit ou une offre. Hein. Ici, on parle un peu marketing, donc on dit aussi produit pour un conseil. J'espère que cela ne choquera personne. On avait envie de faire le point également sur le legal design en tant qu'outil de management de la relation, management interne ou externe de la relation. Et ce que l'on sait, c'est que une relation commerciale, il y a un terme très important de relation commerciale, c'est relation. Ça commence par une rencontre entre deux personnes. Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec une personne. Il y a la voie de la prospection classique qui, dans la plupart des secteurs, fait foi, hein, c'est-à-dire un email marketing. Vous en recevez tous les jours en tant que consommateur lambda. Un email marketing qui vous rappelle que il y a des offres, par exemple une offre promotionnelle, qui vous envoie une information, parce que là on est quand même sur des métiers de contenu, on est sur des métiers de conseil, où on est dans de la vente complexe et où il va falloir instruire sa cible, son client ou son prospect pour qu'il puisse mieux, pour qu'il sache mieux comment utiliser votre service ou votre conseil. Donc, première chose, voie marketing classique ou alors un cocktail. Vous vous rendez à un cocktail ou à un événement et vous vous fixez l'objectif de rencontrer 3 personnes qui puissent être des prospects pour vous et des gens avec qui vous commenciez à tisser une relation. Donc la deuxième phase, c'est bien sûr de construire cette relation et cette relation, elle peut se construire tout simplement d'abord dans une phase d'empathie, c'est-à-dire que vous allez vous présenter, il faut apprendre à se présenter de manière distincte, rapide. Vous connaissez la fameuse présentation 30 secondes, 3 minutes, 30 minutes, le 33-30 qui consiste finalement à avoir en tête un discours clair et précis, qui puisse à la fois être juste une montée d'ascenseur où vous pouvez dire en 10 secondes quelle est votre offre de service, quel est votre projet,
d'entreprise, d'entrepreneur, et en même temps, quelle est être capable pendant une demi-heure de raconter ce même projet pour un appel d'offres et de raconter la belle histoire. Voilà. Ensuite, on va identifier, en apprenant à connaître son interlocuteur et en tant qu'entrepreneur du droit, parce qu'on est toujours des entrepreneurs du droit, quoi qu'il en soit, y compris lorsqu'on est dans un grand cabinet déjà structuré ou un avocat solo, on est aussi un entrepreneur avec des offres de services à vendre, à proposer. On va identifier les opportunités. Et comment on fait ça? On le fait parce qu'on a créé cette relation, qu'on s'intéresse à son interlocuteur et aussi parce qu'on est capable de lui poser des questions, donc d'être dans l'empathie et en tant que professionnel du droit, on peut imaginer un certain nombre d'enjeux qu'il va avoir au regard de l'actualité de sa société, des différents aspects déjà qu'il nous a donné, communiqué au sujet de sa structure. Ensuite viendra la phase de clarification du besoin, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes un technicien du droit, donc vous êtes capable de mesurer cet enjeu et probablement d'apporter d'ores et déjà des réponses. Alors là, il ne s'agit pas d'apporter des réponses, il s'agit réellement d'être encore dans la phase de diagnostic, c'est-à-dire, OK, j'ai bien noté, ça peut se passer par un système de reformulation. Vous me confirmez que ça, pour vous, c'est un problème et que peut-être en apportant telle ou telle méthodologie, en apportant telle information, on pourrait pallier ce problème. Enfin, ça peut vous permettre de proposer vos services et de fixer des conditions de collaboration. Là, c'est vraiment s'entendre sur les modalités, quoi. Combien coûte le taux horaire? Est-ce qu'on peut faire un forfait? Comment on va diffuser cette information? Est-ce qu'il faudra le faire auprès de plusieurs personnes? De quelle manière? C'est aussi tous ces sujets-là que le legal design va venir chercher pour vous et sur lesquels vous allez être obligé de vous interroger. Et enfin, vous produirez le conseil. Ce schéma-là, à peine 6 étapes, ou 7 si on inclut le conseil, vous allez ensuite le recommencer à l'infini. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de revendre à nouveau auprès d'un client et c'est ce qui va vous permettre de vendre vos services à des prospects ou des clients. Il peut prendre 2 heures, hein, ça peut se passer le temps d'un cocktail, la rencontre est très fructueuse, vous envoyez un email et vous vous mettez d'accord sur les modalités, et il peut prendre 2 ans. Voilà, il n'y a pas de schéma classique, mais sachez quoi qu'il en soit que si vous loupez l'une de ces étapes, probablement qu'il y aura un point de blocage. Donc voilà, c'est intéressant de revenir souvent sur ce schéma qui a l'air très simple et qui en réalité fait partie des fondamentaux. Alors, on va encore faire plus précis et revenir sur le sujet de l'empathie qui est l'une des phases majeures du legal design, vous le verrez, puisque le legal design, Siem vous le présentera, et c'est une méthodologie très définie en fonction du design thinking qu'on va vous aborder. Et finalement, l'empathie, elle fait partie de la relation commerciale, elle fait partie de la relation, vous l'aurez compris. L'empathie, c'est ce qui va vous permettre d'interroger votre interlocuteur avec intention, avec attention, avec sincérité sur ses besoins, ses enjeux. Un enjeu, c'est assez différent, ça regroupe un peu l'objectif et le besoin. L'enjeu, c'est vraiment, c'est quelle est la mission d'une personne. Voilà, sa mission, c'est inhérent à c'est sa direction générale qui lui demande directement de remplir cette mission. Donc, comment vous pourriez l'aider, vous, à répondre à cet enjeu? Donc voilà, cette phase d'empathie, elle fait partie intégrante de la relation commerciale, elle fait partie intégrante du legal design également. Et donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de similitudes en termes de méthodologie, et c'est ce qui nous permet de qualifier tous les besoins donc d'un interlocuteur. En conclusion, sur le business développement, j'espère que ça vous aura donné un rapide aperçu d'une part de la méthodologie, des questions majeures. Il y a vraiment, ça se dépeint en 3 axes qu'il faut toujours que vous gardiez en tête pour être efficace. C'est vraiment d'être dans une posture où le client est le centre de vos interrogations. Il est le centre de votre réflexion et de vos actions.
hein, toujours en partant de quelle offre pour quelle cible. Voilà, cette cible-là, pas au sens guerrier du terme, cet interlocuteur-là, quelle place vous lui donnez? Il doit être absolument positionné au centre. Ensuite, le legal design et d'autres outils vont vous permettre d'affirmer un positionnement qui est le vôtre, pas nécessairement en innovant. Il y a plein de façons d'innover, y compris avec des offres existantes et qui ne sont pas nécessairement innovantes. Et la stratégie de business development va vous permettre de déployer et d'affirmer, de réaffirmer ce positionnement. Et enfin, vraiment avoir une lisibilité sur l'offre, faire en sorte que cette offre-là soit comprise d'une part le plus rapidement possible et d'autre part qu'elle soit perçue, y compris par des non-experts du droit, par tous, de façon lisible et visible. Alors, quelques chiffres clés que de toute façon vous aurez accès au PowerPoint. Eh bien, rappelez-vous quand même dans les bonnes pratiques de business développement que un bon rendez-vous client, c'est 80% du temps qui est dédié à votre interlocuteur. C'est votre capacité à l'interroger, c'est votre capacité à avoir un discours très clair et très circonscrit sur votre offre de service et qui vous êtes. Ensuite, eh bien, sachez aussi que 80% des consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir une bonne expérience client, c'est-à-dire, eh bien, peut-être comprendre immédiatement une offre, et c'est un peu le sujet de notre webinaire. Enfin, ben, on sait tous qu'il est beaucoup plus simple et moins coûteux de vendre à un client, de faire ce qu'on appelle de l'upsell, chez quelqu'un qui a déjà confiance en nous et qui fait déjà appel à nous pour plusieurs sujets. Plutôt qu'aller chercher un prospect. Hein. Donc, il faut vraiment garder en tête ces métriques-là aussi, qui vous permettent d'être plus efficace dans la façon dont vous allez dérouler vos actions. Et enfin, plutôt que d'aller chercher ce qui est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé lorsque j'étais en direction marketing de cabinet d'avocats, c'est toute l'énergie que l'on mettait à aller chercher des prospects. Alors qu'en réalité, encore une fois, le client est déjà un interlocuteur qui nous fait confiance. Donc, plutôt que d'aller essayer de remplir le tonneau des Danaïdes qui se vide par derrière, eh bien, essayons de refermer le socle de ce tonneau et de faire en sorte que les clients, restent captifs, de mettre plus d'énergie dans la captivité ou dans le care, le soin au client, plutôt que d'aller mettre de l'énergie dans la recherche de prospects. Voilà. En conclusion, eh bien, on a legal designé cette slide. Vous voyez que vous avez besoin, dans le business développement, de beaucoup d'empathie, d'une capacité d'écoute aussi certaine, hein, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de construire votre réponse aux enjeux de votre interlocuteur, de votre client. L'observation aussi, c'est d'être capable de regarder son propre écosystème, le vôtre, mais aussi celui de votre interlocuteur, et enfin d'être pédagogue, c'est-à-dire plus vos clients en savent sur vous et sur votre technique finalement, et plus ils sont aptes et ils vous font confiance dans le fait de faire appel à vos services. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur de partager et d'être dans finalement la pédagogie de ce que l'on fait le plus possible. Siem, à toi de nous initier, de nous acculturer au legal design. Et pour comprendre le legal design, on va essayer d'aborder le sujet de façon concrète pour vous. Je ne vais pas vous donner une définition du legal design parce qu'il n'y en a pas vraiment aujourd'hui une définition officielle. Pourquoi? Parce que d'une part, le legal design, ça peut être une méthode, ça peut être un processus et ça peut être aussi un état d'esprit. Ça l'est, en fait. C'est une méthode, un processus et un état d'esprit. Et aujourd'hui, je précise le point qu'on va aborder sur le legal design, ça concerne le design de l'information juridique, ce qui rejoint aussi le business développement et la construction d'une offre et la communication. Donc, sur ce point-là, on va commencer par la notion même de design pour
enlever un certain abus de langage dans nos esprits de français et même ailleurs. On assimile assez souvent le design à une dimension artistique et esthétique de la chose. On dit cette lampe est design, ce bureau est design. Et au fait, ça c'est un abus de langage parce que le terme design, je trouve que cette citation de Steve Jobs est très parlante pour expliquer la notion de design et qui est un processus pour concevoir un produit ou un service par rapport aux besoins de l'utilisateur. Donc, si on transpose ça sur la matière juridique et sur le droit, donc c'est la façon de concevoir la matière juridique en pensant au client, en pensant à l'utilisateur de cette matière juridique. Et donc, il y en a qui peuvent penser à tort d'ailleurs que le design et business ne font pas bon ménage, on ne font pas bon accord. Moi, je pense que c'est tout le contraire, et c'est là où on peut pécher quand on peut penser au legal design en disant ça peut être un effet de mode qui va disparaître. Loin de là, parce qu'on le verra juste après dans les origines du legal design, que c'est quelque chose de très important pour les professionnels du droit, que ce soit des avocats ou des directeurs juridiques, et même pour les legal tech qui développent des innovations et des nouvelles technologies au service du droit. Et ça a toute cette importance. Je trouve que c'est important de bien comprendre la notion de design pour comprendre le legal design. Donc, sur les origines du legal design, donc à la base, le legal design, c'est plutôt, on parle de design thinking, et avant design thinking, on parle de design. Même si j'ai commencé ma frise dans les années 80, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que le legal design, en tout cas le design de l'information juridique, remonte au Moyen Âge. À l'époque, les juristes, ils faisaient des arbres généalogiques qu'on appelait arbor juris. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et de toute façon, à l'issue du webinaire, on va vous communiquer le document avec aussi les références sur tous les chiffres et tout ce qu'on mentionne dans notre présentation, parce qu'en tant que juriste, on est très alerte sur les sources et sur la preuve de ce qu'on apporte. Donc, on vous a préparé une liste de références par rapport à tous les chiffres qu'on avance. Donc, je vous parlais des arbores juristes. Au fait, c'était les juristes à l'époque, au Moyen Âge, schématisaient l'information juridique par des arbres, et ça servait au fait au droit des concessions, droit des successions, droit des successions et droit de la famille pour établir les liens entre les familles, et aussi pour toute la partie successorale dans le traitement du droit. Donc, c'était intéressant. Et donc, les applications les plus récentes, même si ça date depuis les années 50, et Anne-Sophie peut vous en parler aussi de la notion de design en France et ses origines latines. Tu peux en dire quelques mots, Anne-Sophie? Oui, bah, très rapidement. Le design vient c'est une racine latine du verbe designare. Et designare en latin a donné lieu à plusieurs mots français, dont le dessin DE2SIN, et le dessin DE2SEIN, qui est vraiment, qui allie là, on le voit bien, dans cette racine-là, à la fois la création artistique du dessin et le plan stratégique du dessin DE2SIEN. Voilà, c'est vraiment l'origine. Voilà. Et donc, les premières applications du design thinking, ou la notion de design, ça vient des États-Unis, bien sûr, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et ça vient de l'université de Stanford. Et les premières utilisations, c'était avec un professeur de design, Rolf Fast, qui a commencé à réfléchir et à enseigner à l'université les notions de design et surtout la pensée design, comment le designer arrive à concevoir des produits en pensant à leurs utilisations. Par la suite, dans les années 90, c'est surtout la société IDEO avec ses fondateurs Tim Brown et David Kelly qui ont posé les bases du design thinking et qui l'ont institutionnalisé autant que méthode de travail, autant que processus,
avec des étapes et qui ont commencé à l'utiliser dans leur agence, qui était l'une des premières agences du design. Et dans les années 2000, le design thinking a pris une proportion internationale. Les entreprises ont commencé à l'appliquer dans leurs méthodes de travail et dans leurs organisations. Il y a eu pas mal de publications, des colloques et aussi des cours sur les design thinking. Et c'est arrivé aussi en France dans ces années-là. Et le legal design, on va dire, il a été vraiment schématisé par Margaret Hagan, qui est juriste et qui travaille à la faculté du droit de Stanford, dans laquelle elle a créé un lab, le lab du design, où elle a vraiment théorisé le legal design avec son ouvrage Law by Design. Et on trouve aussi en France, même si on pense que c'était pas possible à cette époque-là, la première qui a utilisé le legal design, en tout cas le design et la conception de l'information juridique avec des infographies, c'est Olivia Zarcat avec son entreprise Imagidroit et qu'elle a créée en 2012. Et donc en France, on va dire que le legal design, elle a commencé vraiment à immerger dans le monde et les professions juridiques à partir de 2016 et jusqu'à aujourd'hui. Et de toute façon, ce n'est que le début parce que le legal design est vraiment bien développé aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada, au Québec, ou même au barreau du Québec. On va le voir peut-être un peu plus tard. Le barreau du Québec avec son comité du langage clair où ils utilisent le langage clair et visuel pour promouvoir le métier d'avocat, mais aussi pour inciter les avocats et les juristes à utiliser le langage clair. Donc, les étapes de la méthode du legal design, même si j'imagine que vous êtes déjà intéressé à la question du legal design et vous êtes déjà regardé comment ça se passe concrètement. Donc, ces étapes-là, concrètement, comment on fait quand on parle d'empathie, définition, idéation, projet livrable. Donc, l'empathie, avant tout, je vous parle de mon expérience en tant qu'ancienne directrice juridique et aussi avocate en droit des affaires. L'empathie, c'est au-delà de comprendre la problématique juridique du client, de votre client, qu'il soit opérationnel si on est dans une entreprise ou le client d'un avocat, qu'il soit directeur juridique ou dirigeant, donc non juriste. Donc l'empathie, c'est vraiment comprendre son besoin, sa problématique juridique, mais au-delà de sa problématique juridique, c'est le comprendre lui, comprendre la personne, savoir ce qu'elle a en tête, qu'est-ce qu'elle vous dit, savoir l'interpréter, connaître son environnement, ses enjeux, ses objectifs à elle, parce que plus on passe du temps avec la personne, avec une méthodologie, parce que l'empathie, il y a des processus, il y a des méthodologies qu'on peut appliquer pour développer cette expertise ou cette compétence finalement transversale, où on dit, il y a une partie, la personne elle dit des choses, elle pense d'autres choses. Il y a aussi toute la partie gestuelle et comportementale qui nous permet de bien détecter le besoin. Et tout part de là, en fait. Quand on connaît bien la personne, son environnement, ses enjeux, ses contraintes, qu'elles soient organisationnelles, budgétaires, on peut mieux répondre avec une offre, en tout cas avec une proposition du service où on est quasiment sûr que ça va lui convenir. Donc, la définition, donc la recherche de toutes les solutions juridiques, une fois qu'on a bien cerné la problématique et on a bien compris le client et ses objectifs, là, on va faire des recherches juridiques, comme on sait les faire, comme on a appris à l'université, pour répondre à la problématique juridique et à la problématique du client. Donc, au fait, dans toutes ces phases-là, le client, il doit être au centre. Donc, parce que nous, en tant que juristes, on a tendance plutôt à se concentrer, parce que c'est comme ça qu'on a appris à l'université. On se concentre sur la problématique juridique et on veut y répondre. Et on a l'impression, même quand on exerce en tant qu'avocat, même quand on exerce en tant que juriste en entreprise, on a toujours l'impression qu'on va être noté par son professeur. Et donc, on veut lui faire plaisir, on sait ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Sauf que dans la vraie vie, dans la pratique, quand on a quitté les bancs de l'école, celui qui va nous noter, ce n'est plus le professeur, c'est notre client. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il veut et comment lui répondre. Et ça, c'est très, très important dans la méthode du legal design.
Et donc, une fois qu'on a trouvé les solutions juridiques, c'est important et c'est très intéressant de ne pas les faire tout seul, dans la mesure du possible. Si on est en cabinet et on a un sujet complexe ou un gros dossier avec un client, un dossier de partenariat ou de restructuration, c'est bien d'échanger avec ses pairs et ses confrères. Et même au-delà, échanger même avec ses clients, parce que, in fine, c'est eux qui sont concernés. Donc, quand on les met dans la boucle, et on fait des brainstorming, on fait des réunions, on leur propose nos solutions, on écoute leurs retours. Donc, on est sûr du résultat. En tout cas, on peut être sûr que le résultat va correspondre aux besoins, va plaire et va aussi déclencher dans le process de business développement la confiance, des retours positifs. Donc ça, c'est par rapport à l'intelligence collective finalement. L'intelligence collective, c'est on peut faire un brainstorming tout seul et on peut aussi le faire, et c'est mieux de le faire avec son équipe quand on est responsable, directeur juridique ou même juriste, avec ses collègues, et on le fait aussi avec ses clients internes ou des clients, des dirigeants pour les avocats. Et par la suite, quand on s'attelle au projet et donc à la rédaction du contenu, il faut toujours qu'on ait en tête la première étape qui est l'empathie. Donc, on se met dans la peau de son client, de son niveau de compréhension du jargon juridique, de l'expertise. Et donc, quand on se met dans sa peau, on essaye d'apporter une rédaction la plus claire possible. Et donc, claire par le langage, mais aussi par des visuels, des schémas. On peut schématiser des processus. Je pense à la médiation, je pense aussi quand on relate les faits d'une procédure, on peut le faire sur une frise, une timeline. Donc il y a beaucoup de moyens de faire du legal design sans être designer. C'est juste la structure et la suite des idées qu'on peut avoir. Et bien entendu, une fois qu'on a finalisé notre document, on le partage avec les parties prenantes et il est très important d'avoir leur retour, le retour d'expérience, la bonne critique, et là il faut pas intervenir, il faut savoir. Donc ça, on peut le faire avec des questionnaires, on peut le faire avec des enquêtes, avec des quiz pour avoir le retour de client. Et c'est le retour client qui va nous permettre de nous améliorer sur le produit ou en tout cas le service qu'on vient de produire pour le prototyper et après le rendre un document type. Mais aussi, ça nous aide et ça peut nous donner des idées pour concevoir et proposer d'autres offres, quelque chose d'innovant en fait pour les clients. Donc ça, c'est pour les étapes. Et comme je vous l'ai dit, pour comprendre le legal design, au lieu de partir sur de la théorie, comme nous, juristes, on aime bien la preuve, avoir la preuve, je voulais vous parler plutôt de la science cognitive parce que ça agit énormément et ça a un impact et il faut comprendre la psychologie de l'humain et la psychologie cognitive de l'humain pour comprendre pourquoi le legal design est important et pourquoi aussi son application dans vos cabinets ou dans votre entreprise est importante. Tout simplement parce que les chiffres que je vous avance ici, vous aurez les références pour que vous puissiez vous en assurer, parce que tout simplement, on retient 80% de ce qu'on voit et 20% de ce qu'on lit. Et donc, des recherches américaines ont établi que 65% des apprenants, c'est des apprenants visuels. Donc, on apprend quand on voit concrètement et quand on fait soi-même. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, je vous parlais tout à l'heure des brainstorming et des réunions et de l'intelligence collective. Quand on pratique et quand on voit, on retient beaucoup plus l'information. Et finalement, le but d'un avocat ou d'un juriste, c'est d'initier à la matière juridique, d'expliquer. Et le but, in fine, c'est que le client comprenne ce qu'on lui dit. Donc, la clarté du message est très importante. On va le voir après aussi par rapport aux chiffres. Pourquoi, au fait, le visuel est important parce que, toujours par rapport aux sciences cognitives, parce que notre cerveau est impliqué à 50% dans le traitement visuel. Et parce que 70% de nos récepteurs sensoriels se situent dans nos yeux. Et ça, c'est scientifique. Je l'ai pas sorti de mon chapeau, je l'ai pas inventé. C'est des recherches
scientifiques, c'est des rapports qui ont été établis et publiés et que je vous partagerai qui le prouvent. Par rapport à l'évolution, donc on vient de voir que le visuel est très important, surtout de nos jours, dans une société de l'immédiateté, avec le développement des réseaux sociaux et avec les nouvelles technologies, on reçoit beaucoup trop d'informations, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Et du coup, on fait le tri. Quand on regarde les réseaux sociaux, quand on trie ses mails, voilà, on est attiré parfois par certains contenus et pas d'autres. Et donc, l'information en infographie dans le monde, elle a augmenté de 400% en littérature, dans les livres, donc l'édition de livres, donc depuis 90. Donc, l'utilisation d'illustrations, de schémas, d'infographies dans les livres a augmenté de 400% depuis 1990. Et n'on parle même pas de Internet. Internet, avec le développement des réseaux sociaux, et pas que, avec le développement des applications, des possibilités de concevoir des images, des infographies, ça a augmenté quand même de 9900% depuis 2007. Donc tout cela nous pousse à se poser des questions, à se remettre en question, à se remettre en cause et à essayer de comprendre comment on peut évoluer et comment on peut faire évoluer son cabinet, sa direction juridique, en tout cas, comment on peut évoluer notre pratique du droit pour rester maître de ce qu'on maîtrise, parce que l'expertise juridique est très importante dans tout cela. La première base, c'est l'expertise juridique. Une fois qu'on a l'expertise juridique, donc c'est nous qui transmettons l'information. Après, il y a la forme. La forme est aussi importante que le fond. Donc, on a vu là l'aspect plutôt visuel de la communication pour promouvoir son offre, pour se faire comprendre par ses interlocuteurs. Il y a aussi la notion du langage clair. Et cette notion est aussi importante que la première. Et d'ailleurs, elles vont de pair. Et je voulais vous partager cette citation que je trouve aussi très intéressante par rapport à la notion de langage clair, cette citation d'Albert Einstein, euh, pour comprendre que c'est important d'avoir un langage clair. Et le langage clair, au fait, c'est pas quelque chose d'inventé. C'est une discipline à part entière, avec ses méthodes, avec ses process qu'on peut apprendre à utiliser. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, le barreau du Québec a mis en place un comité du langage clair. Et ça date déjà depuis quelques années. Et ce comité, au fait, il a comme mission de sensibiliser les avocats à l'utilisation du langage clair pour transmettre de l'information juridique, pour communiquer avec ses clients, avec les justiciables et aussi pour établir un rapport de confiance entre l'avocat, le client et les juges. Et ils font un travail considérable au Canada. Les avocats au Canada, ils font un travail considérable pour promouvoir l'utilisation du langage clair par les avocats dans leur relation avec leurs clients, que ce soit dans leur communication ou leur façon de travailler avec leurs clients. Et j'ai trouvé cette donnée très intéressante, je voulais la partager avec vous. Un texte en langage clair et illustré augmente la compréhension de 323% par rapport à un texte non illustré. C'est quand on a dit ça, j'ai envie de dire, on a tout dit par rapport au legal design. Donc le langage clair, le langage visuel, dans le design de l'information, je vous l'ai dit au début, je préfère vous le répéter, on aborde dans ce webinaire l'angle de legal design concernant l'information, le design de l'information. Parce qu'après, il y a le design des organisations par rapport à l'organisation des cabinets d'avocats ou des directions juridiques dans leur façon de travailler au quotidien pour casser les silos, pour travailler dans un esprit d'équipe et faire un travail collaboratif et faire sortir des idées innovantes via l'intelligence collective. Là, on aborde vraiment on fait un focus sur le design de l'information juridique. Et maintenant, on va vous partager avec Anne-Sophie la valeur ajoutée, même si
pour moi, elle doit être évidente pour vous maintenant, d'après tout ce qu'on vient de vous partager sur le business développement des avocats, mais qui peut s'appliquer aussi à des directions juridiques ou à des entreprises des legal tech, et le maillage donc entre le business développement et le legal design. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Alors, si on avait beaucoup de temps, ce serait rigolo de vous interroger par le chat, de savoir maintenant peut-être vous avez une vision plus précise des endroits et des leviers que peuvent constituer le legal design. On va un peu vous mâcher le boulot. Et voilà, ce que l'on sait, c'est que le business développement, finalement, soyons toujours dans cet esprit de bon sens, c'est un processus qui se doit d'être cohérent du début à la fin, quel que soit le véhicule de communication, quel que soit le support, quel que soit le sujet, autant que possible, les messages, le discours, les supports doivent être en cohérence avec vous-même qui portez cette offre, qu'il s'agisse que vous soyez un avocat, un directeur juridique ou une legal tech. Donc, aligner tous ces outils-là, dans lesquels, on vous en a listé 5 qui nous paraissent évidents dans le processus et la stratégie de business développement et toutes les actions qui peuvent être associées. Et en réalité, on voit que le legal design va être un support nécessaire ou à tout le moins l'un des leviers majeurs pour chacune de ces actions. On parlera des 4 P. Quoi, pour qui, combien. Bon, ça fait pas 4 P, mais ce sont les choses que l'on apprend en école de commerce. Donc, quel est mon prix, quel est mon positionnement, quel est mon produit, quelle est quelle promotion je vais mettre en œuvre pour faire émerger mon offre de service. Le legal design peut être ici même déjà un support concret pour présenter cette stratégie. Dans la gestion de la relation client, eh bien, vous verrez aussi que finalement, alors non seulement la méthodologie de business développement est tout à fait assimilable et tout à fait complémentaire ou peut s'inspirer de celle du design thinking qui a donné lieu au legal design, à travers, vous vous souvenez de ces 5 étapes. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais prenons celle de Stanford, qui est donc la première phase d'empathie, ensuite celle d'idéation, etc., etc. Mais ça peut être également un levier de communication entre le client et vous, au moyen de supports qu'on va vous présenter après. Le marketing, eh bien, c'est dans toute action marketing au sens de promotion des ventes, promotion de votre offre, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'email marketing et de messages que vous pourriez adresser à vos clients pour les fidéliser ou à vos prospects pour les intéresser. Ensuite, la communication, eh bien la communication fait elle-même partie de ce grand ensemble du business développement et est une sous-partie du marketing. Puisque la communication va constituer les supports qui vont vous permettre donc une brochure, un site web, des messages, un article que vous rédigeriez. Ce sont des outils de communication dans lesquels le legal design a sa place, puisque comme on vous le disait, finalement l'œil humain et notamment plus encore sur les réseaux sociaux, on sait que 94% un contenu avec un visuel a 94% de chances de plus d'être lu parce que au niveau cognitif, eh bien tout simplement une image donne non seulement une lisibilité à l'offre, permet de la présenter de façon visuelle, mais en outre, une image peut être aussi un symbole ou une photo qui va générer une émotion et donc attirer l'œil sur cette offre écrite. Voilà, donc tout cela fait partie de votre stratégie de business développement et peut être porté par un levier legal design. Enfin, pour résumer, ce que l'on sait et que l'on vous expliquait notamment dans la relation commerciale, cette espèce de 8 définit l'infini, en réalité le côté source intarissable de ce que vos actions nourries par d'une part les contenus que vous apportez et dont vous enrichissez vos clients et prospects, et d'autre part par une illustration de ces offres, donc la dimension design, designer pour faire entendre aussi bien en interne qu'à l'externe, eh bien vos intentions, votre offre, ce qu'elle porte. Voilà, c'est un outil finalement qui reste indissociable et qui est surtout utilisable à l'infini.
passons au cas pratique. On attend tous ça avec impatience. Et on va vous présenter ces 3 éléments de la façon la plus rapide possible, puisque nous sommes déjà presque à l'issue de notre webinaire. Siem, est-ce que tu veux reprendre la parole sur la consultation en tant que directrice juridique? Tu as dû en voir un certain nombre. Tout à fait. Donc, pour l'application concrète, finalement, on va venir appliquer ou mettre en application tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant. La consultation juridique qu'un dirigeant ou un directeur juridique peut demander à un avocat, elle a une importance particulière qu'il faut pas négliger. Parce que si un directeur juridique fait appel à un avocat pour consultation, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il n'a pas les compétences pour le faire, parce qu'il a une équipe, il peut rechercher, voilà, il a un certain niveau d'expertise. Ça veut dire qu'il a besoin de quelque chose de concret et aussi, ça peut être aussi pour avoir l'approbation de l'avocat pour une prise de décision interne. Et ça, ce que je suis en train de vous dire par rapport à mon expérience, ça fait partie de la compréhension du besoin de votre client. Donc, quand un directeur juridique vous demande une consultation, il faut vraiment comprendre le besoin. Qu'est-ce qu'il va faire de cette consultation? Pourquoi il la demande maintenant? Pourquoi il n'a pas réussi lui-même? Il faut être franc, vous pouvez lui poser la question. Pourquoi il n'a pas réussi lui-même à trouver la solution? Est-ce que c'est par manque de temps, par manque d'expertise en interne? Peut-être que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans l'entreprise et du coup, on n'a pas les juristes spécialisés en la matière. Et tout cela participe au questionnement dont Anne-Sophie vous parlait. Le questionnement pour comprendre le besoin client, le questionnement pour proposer une offre qui soit efficace, simple, engageante et qui réponde surtout aux besoins clients. Et une fois qu'on a reçu la consultation, parfois on peut être déçu en tant que directeur juridique ou même en tant que dirigeant, encore plus si on est non juriste et on s'attend à quelque chose de fluide, de pratique, où je pose une question, j'ai ma réponse et je sais ce que je dois faire. Or, malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, pour ne pas dire pas du tout. On va recevoir un document rédigé sur 4-5 pages, qui va nous relater les faits, qui va les traduire en problématiques juridiques. On va trouver aussi ce qu'on pense d'abord la loi, le droit, plus si on n'a pas trop, on va voir ce qu'on en dit dans la jurisprudence. Parfois, on va trouver aussi dans la jurisprudence tout et son contraire. Ça veut dire on ne va pas répondre au client, on va lui dire oui, vous pouvez faire, mais attention, il y a une jurisprudence qui dit, constante, qui dit ah non, vous ne pouvez pas du tout faire. Et si on trouve rien dans la jurisprudence, on va même chercher dans la doctrine parfois, qui est très complexe. Et du coup, le client, il va recevoir un document, qu'il soit directeur juridique, juriste, initié au droit ou pas, un document où on va le lire, on va essayer de le déchiffrer, de le comprendre, on va le relire, on va le mettre dans tous les sens, et ça prend du temps. Or, parfois, on a des contraintes en entreprise, des contraintes pragmatiques, des contraintes de commerce, des contraintes d'enjeux financiers, d'enjeux de sécurité qui nous poussent à aller vite. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, le directeur juridique? Il va retravailler votre consultation pour la rendre plus lisible parce qu'il va falloir qu'il aille la pitcher devant le dirigeant pour lui expliquer comment il peut prendre la décision. Et donc, il ne peut pas lui projeter sur un PowerPoint dans une salle de réunion la consultation de l'avocat de 4-5 pages. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais je parle vraiment de façon concrète puisqu'on parle d'application concrète. Donc, le responsable juridique ou le juriste, il aurait quand même souhaité avoir des réponses concrètes, rapides, pour qu'il puisse aller expliquer pour une prise de décision rapide dans l'entreprise. Et pour cela, dans la consultation, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber la consultation classique. On peut la garder. Ça ne veut pas dire qu'on va plus travailler avec le prestige du métier d'avocat et tout ce qui en découle en termes de déontologie et de notoriété. Ça veut juste dire répondre aux besoins de son client pour gagner sa confiance et aussi pour innover. Pourquoi pas pour innover? Et du coup, dans la consultation, moi, de ce que j'ai constaté, il faut aller à l'essentiel. Vous pouvez faire une version longue, donc vous faites une version courte en legal design et en savoir plus, votre client, il a 2 versions. Il a la version détaillée
pour les personnes qui adorent le droit et qui comprennent et qui aiment lire. Et par la suite, ils ont une version designée où on va retrouver les informations les plus importantes pour une prise de décision rapide. C'est-à-dire les faits, la problématique, les solutions proposées, les risques, et puis c'est tout. Et voilà, on va aller à l'essentiel. Le directeur juridique ou le juriste est très content parce qu'il ne va pas passer une journée ou deux à retravailler votre consultation, déjà pour la comprendre, même si c'est un professionnel du droit, et deuxièmement, pour la retravailler ou la transformer en quelque chose de plus digeste. Et aussi, ça va contribuer à la notoriété de votre image de marque, parce que le juriste, il va utiliser vos documents tels que vous les aurez envoyés. Du coup, il y aura votre nom, il y aura votre logo, il y aura tout ce qu'il faut pour que les dirigeants, tiens, cet avocat, il est pas mal, s'il fait ce genre de travail, il faut qu'on travaille plus avec lui, ou ce genre de choses. Pareil pour le juriste. Le juriste, quand un opérationnel lui pose la question, une question juridique, c'est mieux quand même qu'il lui explique cela avec des schémas, avec un processus, avec une infographie, tout simplement. Et donc ça, c'est des exemples concrets de vrais clients. Et d'ailleurs, je remercie mes clients qui m'ont autorisé à vous partager leurs documents. Donc pour certains, j'ai caché le logo, pour d'autres non. Mais pour vous dire que c'est du vrai travail, c'est pas des exemples type, mais c'est vraiment du travail qu'on a fourni pour certains de nos clients. Donc ça, c'est pour la consultation. Et Anne-Sophie va vous parler un peu plus de l'intégration de l'innovation et peut-être aussi enlever un certain nombre de fausses idées qu'on peut avoir sur la notion même d'innovation et comment l'intégrer, que ça soit au sein d'un cabinet d'avocats, au sein d'une direction juridique, et aussi l'innovation des legal tech et comment les mettre sur les marchés de façon optimale. À toi, Anne-Sophie. Merci, Siem. Alors, je vais passer rapidement parce que je vois que le temps coule et que c'est intéressant aussi que vous puissiez poser vos questions. Alors, il y a deux choses que décrivait Siem. Il y a d'une part, est-ce que l'innovation est vraiment une innovation ou pas? Ça, c'est ce qu'on s'emploie à vous démontrer à travers ce webinaire. C'est que vous pourriez très bien imaginer qu'une ancienne offre de service soit redesignée selon le legal design pour lui donner une autre visibilité. Ça, c'est ce qu'on va appeler une innovation qui n'en est pas une en réalité. Ensuite, il a la réelle intégration de l'innovation, et ça, c'est un petit peu mon métier aussi. C'est lorsqu'une direction juridique ou bien un cabinet d'avocats souhaite intégrer, alors ou bien une legal tech ou carrément créer sa propre legal tech entre guillemets, donc son propre outil, qu'il s'agisse d'un outil de production ou d'un outil d'accès à l'information. Eh bien, il va y avoir une double dimension de l'innovation à travers les publics qui vont s'intéresser et qui vont devoir utiliser cette nouvelle innovation. Il va y avoir cette nouvelle innovation. Il va y avoir, c'est très nouveau. Il y a tout à la fois. Il y a une dimension donc de construction de cette offre et d'expliquer. Ça, c'est vraiment le langage clair, d'expliquer en quoi cette offre va apporter une innovation, en quoi elle est innovante, mais surtout en termes de bénéfices. L'idée, c'est vraiment de ne pas présenter la solution sans parler des bénéfices pour l'utilisateur. Ensuite, il y a évidemment, en termes de legal design et de documents que l'on pourrait legal designer pour définir un parcours, il y a d'une part un parcours interne, vous le comprenez bien, si l'on décide que son cabinet d'avocat ou sa direction juridique va devoir s'emparer de cette innovation pour l'utiliser au mieux de ses capacités, eh bien, il va y avoir, je dirais, un legal design managérial qui va accompagner les usages, parce que dans la transformation, il y a nécessairement un accompagnement au changement, en fait, un accompagnement des hommes et des femmes dans ce nouvel usage. Donc, il y a cette nouvelle méthodologie, cet nouvel accès à l'information, par exemple. Et il y a par ailleurs un document qui peut prendre toutes les formes possibles pour expliquer à l'externe, donc son client, son prospect, les journalistes, donc tous les prescripteurs du marché, en quoi cette innovation et l'alliance de cette innovation au sein de ce cabinet d'avocats ou de cette direction juridique va, être un bénéfice, une valeur ajoutée
pour des utilisateurs externes, donc des gens qui vont acheter cette offre de service couplée, ou bien des gens qui vont utiliser cette offre de service, ou bien encore pour l'interne, par exemple, sur une direction juridique qui devra montrer le bénéfice à ses clients internes de ce que cette nouvelle solution utilisée par la direction juridique va générer comme bénéfice, comme valeur ajoutée pour l'entreprise au global. Donc il y a vraiment ce côté tridimensionnel d'être en mesure de parler à l'interne des nouveaux usages en forme de mode d'emploi et de définir ce parcours utilisateur, d'être en mesure de présenter l'offre de façon distincte et par les bénéfices et les enjeux auxquels elle répond, et enfin d'être en mesure d'en faire la promotion, réseaux sociaux, sites internet, brochures, peu importe, en présentant toujours les bénéfices pour l'utilisateur, là, externe, ou les clients internes pour le cas d'une direction juridique. Donc vraiment les usages, et là on a ici, merci Siem, l'exemple d'une legal tech pour qui Siem donc a designé un processus, un parcours legal designé avec toute cette dimension d'enjeux auxquels cette legal tech répond, la façon dont elle peut être utilisée et les bénéfices qu'elle va présenter pour l'entreprise ou les utilisateurs. Voilà, très rapidement. L'avocat peut-il facturer la prestation de legal design? Eh ben, je trouve ça très bien. On est en train déjà de passer dans la phase de questions. Ça me paraît parfait, si tu es d'accord, Siem. Oui. Eh bien, oui, moi je crois que l'avocat, là je mets ma casquette de business developer. Oui, je crois tout à fait que l'avocat peut à la fois facturer et mettre dans sa convention d'honoraires de façon visible ou pas, intégrer à la fois des innovations et intégrer la dimension aussi, l'expertise du legal design. Et pour cela, il faut effectivement définir de façon précise en quoi le legal design va apporter une plus-value. Voilà. Donc oui, ça peut être facturé, clairement. Clairement. Et je pense que d'ailleurs, ça doit l'être dans l'absolu, puisque c'est réellement un service rendu à l'utilisateur final, direction juridique, pour un avocat qui travaille avec des directions juridiques, ou en intégrant une innovation, ça peut être également quelque chose aussi, si ça permet d'être plus performant, de rassurer le client, ça peut être facturé. Et de façon visible, c'est encore mieux. Je trouve que la transparence est plutôt bien dans ce type de... Et d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose par rapport à cette question. Dans ce qu'on vient de voir, il y a une démarche que Anne-Sophie a bien expliquée et que je vous ai aussi partagée sur la dimension legal design et business development. Par rapport à la facturation de la prestation à ses clients, bien évidemment, tout commence par déjà interroger ses clients. Et donc, cette phase d'empathie pour comprendre leurs besoins. Donc, vous avez un portefeuille client, que ce soit pour les avocats et même pour les juristes, hein, ils peuvent faire un questionnaire, une enquête vis-à-vis de vos clients pour savoir est-ce que c'est quelque chose dont ils ont entendu parler, est-ce que le legal design les intéresse, est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça peut leur apporter une valeur ajoutée? J'imagine que oui, ils vont vous répondre oui. Et donc par rapport à cette enquête, vous êtes déjà dans un processus de legal design, le design de l'organisation, où vous êtes dans un partage, un esprit de partage avec vos clients pour bien comprendre leurs besoins. Et si vous avez à l'issue de l'enquête sur 100 participants, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, 50 ou 45 ou 35% de vos clients qui vous disent c'est une prestation qui m'intéresse et je suis prêt à payer un peu plus ma consultation ou mes documents pour avoir une version au legal design, vous aurez la réponse à votre cas de figure. Et très bien, on peut également, pour répondre, donc ça répond en partie, merci Siem, à une question posée par, je suis désolée, je vois que Béja. Faut-il nécessairement être créatif et fin connaisseur d'applications spécifiques pour se lancer dans le legal design? Alors le propos de cet atelier, c'est justement de vous démontrer que non. La créativité juridique étant différente, à mon sens, de la créativité artistique. Il y a des gens qui font ça très bien. Je crois qu'il vaut mieux performer dans quelque chose dans lequel on est déjà bon, c'est-à-dire finalement dans cette capacité à comprendre le client et ses enjeux et à bien comprendre son besoin. Par exemple, est-ce qu'il a besoin de présenter sa consultation devant sa direction générale, devant un DAF, devant des directeurs commerciaux? Voilà. Ça c'est un enjeu qui devrait donc une réponse
que vous pourriez apporter à son enjeu de présenter finalement sa recommandation devant des non-juristes? Rien que ça, ce doit être une question par laquelle peut-être vous pouvez passer dans votre phase d'empathie et de compréhension du besoin pour lui proposer cette dimension-là, c'est-à-dire d'apporter justement une dimension artistique. Hein, on va pas chacun son métier, je dirais. Apporter une dimension artistique et un discours et un parcours clair pour que le directeur juridique, justement, n'ait pas à traduire cela pour les opérationnels. Vous voyez, voilà, ça peut faire partie des points. On pourrait prendre d'autres cas, mais en fait, la créativité du juriste, elle réside dans sa capacité à être ouvert d'esprit pour trouver des solutions juridiques, différentes solutions juridiques. Ça permet à l'avocat ou au juriste de ne pas dire non à l'opérationnel ou au dirigeant pour développer le business. C'est là où réside la créativité du juriste. C'est de se casser les os de la tête pour trouver des solutions juridiques innovantes. Mais après, le design, c'est pas moi qui fais le design de ce que je produis. Moi, j'ai appris au fil des années de mon expérience en entreprise. J'ai plus de 10 ans d'expérience en entreprise et plus de 6 ans en cabinet d'avocat. Et surtout, j'ai appris le langage clair et aussi le visuel, c'est-à-dire rendre un document limpide dans mes rapports avec les opérationnels et les dirigeants. Donc, je l'ai appris pendant 10 ans de pratique. Et malgré cela, je peux faire des schémas, je peux imaginer comment structurer le contenu juridique, mais je ne fais pas de design. Je travaille avec un designer spécialisé dont c'est le métier. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt, et c'est pour ça qu'on voit aussi des agences de legal design se développer. C'est l'intérêt, c'est de faire appel à des professionnels pour avoir un rendu professionnel. Donc, voilà. Il y a d'autres questions? Oui, il y avait une autre question qui demandait, donc la question suivante posée était est-ce qu'il existe des formations pour le legal design? Oui, vous aurez compris que la formation legal design ne va pas vous permettre de devenir graphiste, hein, c'est pas le propos. Le propos, c'est de vous permettre de bénéficier de cette méthodologie, donc empathie, idéation, etc., pour vous aider à structurer vos offres. Et oui, il existe des formations fournies par les agences de legal design, dont Juridi en l'occurrence, qui peuvent être également complétées par la dimension stratégie de business développement, donc avec l'alliance de nos deux compétences. Et d'ailleurs, a priori, nous y réfléchissons, pour tout vous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter nos sites internet respectifs pour connaître les programmes de formation, pour connaître les offres que propose aussi Anne-Sophie sur tout ce qui est accompagnement des avocats, des directions juridiques et des legal tech dans leur transformation digitale, dans leur marketing et dans leur stratégie. Plus globalement, dans la stratégie de business développement, c'est très intéressant. Et on va vous envoyer, probablement, si vous êtes intéressé, on a un article dans l'LJA qui a été publié sur justement l'alliance de ces deux compétences, qu'on sera heureuse de partager avec vous. Voilà. Donc voilà. Écoutez, au revoir et bon week-end à tous. Alors. Merci à vous tous pour votre participation. On espère vraiment qu'on a pu vous apprendre ou vous apporter quelque chose que vous pouvez appliquer, j'ai envie de dire, dès demain dans vos domaines. Et nous sommes joignables. Vous avez nos sites internet, donc Juridi Legal Design et Lift Conseil. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou si vous avez des idées en tête et vous voulez qu'on vous accompagne sur le volet business développement et legal design. N'hésitez pas. Merci à tous et à très bientôt.